Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de la découverte de la Fondation SCP. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé les classifications des objets SCP. Ainsi, nous avons pu voir quelles étaient les différentes classes et les différents niveaux de menaces qui caractérisent la dangerosité d'un SCP. Aujourd'hui, nous allons voir un autre type de classification, celle des membres du personnel. En effet, la Fondation dispose d'une certaine hiérarchie qui permet différents niveaux d'accréditation et un accès restreint à certaines entités. Les dossiers classifiés le sont également en fonction de cette hiérarchie. La Fondation étant secrète, les niveaux d'accès aux informations doivent être correctement gérés. Dans un premier temps, nous allons détailler les différentes classes du personnel. Il existe 5 classes différentes. Elles définissent la proximité des membres du personnel avec les phénomènes et les entités qui peuvent s'avérer potentiellement dangereuses. Premièrement, les classes A. Les classes A sont des membres indispensables aux opérations stratégiques menées par la Fondation. Ils ne sont pas habilités à interagir ni à rester à proximité des phénomènes et doivent s'en préserver autant que possible. Il arrive néanmoins que des circonstances particulières imposent aux personnes de classe A à s'approcher des anomalies. C'est notamment le cas des installations dans lesquelles on trouve des unités de confinement. Dans ces circonstances, les classes A doivent constamment être placées dans des zones de sécurité et ne doivent en aucun cas accéder directement aux zones des installations contenant les dites anomalies. Si un incident se produit, qu'il s'agisse d'une action hostile envers des installations de la Fondation ou bien une brèche de confinement, le personnel de cette classe doit être évacué hors du site dans un endroit sécurisé prédéfini. La seconde classe est la classe B. Les classes B sont des membres de la Fondation qui ont un rôle important concernant les opérations locales. Il est déconseillé pour le personnel de cette classe d'être à proximité des entités les plus dangereuses ou des anomalies sans que ces dernières n'aient été auparavant débarrassées d'éventuelles sources d'altération de facultés et ou de perception cognitive. Le personnel de classe B doit, tout comme le personnel de classe A, être évacué hors du site en cas d'urgence dans une zone sécurisée. La troisième classe est la classe C. Les membres de cette classe sont les plus nombreux. Ils sont confrontés à la plupart des anomalies et disposent d'un accès direct à celles qui n'ont pas été classées comme spécialement dangereuses par la Fondation. Le personnel de cette classe est donc potentiellement exposé à des entités pouvant altérer leurs capacités, leur perception cognitive et leur comportement. Par mesure de sécurité, ces derniers sont soumis dans ces circonstances à une évaluation psychologique ainsi qu'une procédure de quarantaine obligatoire. En cas d'urgence, le personnel de cette classe doit être placé dans des espaces de confinement du personnel, ou bien évacué si cela est possible hors du site, en cas d'incident majeur et généralisé. La quatrième classe, est certainement la plus connue, est la classe D. Cette dernière est par ailleurs particulièrement controversée. Initialement nommée ainsi pour disposable, ou dispensable en français, le personnel de classe D est le personnel renouvelable utilisé pour les manipulations dangereuses. Les membres de cette classe ne sont pas autorisés à entrer en contact avec les classes A et B. Les classes D ont généralement aucune connaissance sur la nature de la Fondation et ses objectifs. Par mesure de sécurité, les classes D étant confrontées à des incidents conséquents doivent être abattues si aucun ordre contraire n'émane du personnel de sécurité. Ce personnel est recruté à travers le monde parmi des prisonniers condamnés pour des crimes violents pour la plupart, souvent ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes. Dans certains cas, la Fondation fait usage du protocole 12 permettant d'élargir le recrutement à d'autres populations, qu'il s'agisse de prisonniers politiques ou même de simples civils. De telles circonstances sont généralement rares et doivent être justifiées par une menace conséquente. Des examens psychiatriques sont obligatoirement assignés à tous les membres de cette classe. Ces derniers sont également sujets à des amnésiques de classe B ou bien à des éliminations mensuelles. Élimination mensuelle qui était un protocole habituel au début de la Fondation mais qui se révèle particulièrement difficile à réaliser en raison de l'important effectif de cette classe et par souci d'économie. Dès lors, la politique de l'exécution mensuelle obligatoire a pour beaucoup été soupçonnée d'être accompagnée de désinformation dans l'objectif de restreindre toute forme d'attachement entre le personnel de recherche et le personnel de classe D. Certaines nouvelles font état de méthodes comme le clonage dans le but de conserver une population conséquente de classe D. Lors de l'arrivée des classes D dans un site, un faux contrat est généralement proposé aux prisonniers, leur faisant croire à une possible liberté au bout d'un mois, à condition d'une pleine coopération de leur part.
Cette libération illusoire correspond généralement à la date de leur exécution lors des éliminations mensuelles. Cette tactique permet à la Fondation d'entretenir une certaine docilité des classes D, leur permettant ainsi une coopération efficace dans le cadre d'une multitude d'expériences. Parmi les différentes classes D, il y en a un assez particulier. Il s'agit de D2108. Sur son rapport personnel, on peut lire que D2108 n'est pas un prisonnier, n'a pas été recruté dans les couloirs de la mort et n'est pas un chercheur dégradé. Les circonstances de son entrée à la Fondation sont encore méconnues. D2108 semble bénéficier d'un traitement de faveur de la part de la Fondation, étant par exemple exempt des éliminations mensuelles ou de l'exposition à des SCP potentiellement létaux. Plus d'informations sur ce classe D sont disponibles dans la description. Il existe une 5e classe provisoire, la classe E, qui s'applique au personnel de la Fondation ayant été exposé à une anomalie dont les effets, potentiellement dangereux, sont une menace pour la sécurité du site. Souvent des agents de terrain ou bien des membres du personnel de confinement, les classes E doivent dès que possible être placées en quarantaine, suivies et surveillées afin d'observer les modifications potentielles de leur comportement, de leur psychisme que l'anomalie pourrait engendrer. Ils ne pourraient être réhabilités qu'après l'analyse d'une équipe médicale et psychiatrique de leur état. Les classes sont souvent liées aux différents niveaux d'accréditation, qui sont des habilitations de sécurité accordées au personnel représentant des informations auxquelles il a accès. Il est cependant à noter que les niveaux d'accès n'autorisent pas nécessairement un accès illimité à toutes les informations du niveau. Toutes les informations auxquelles peuvent accéder le personnel de la Fondation sont des informations qui leur sont directement nécessaires. Le premier niveau d'accréditation est le niveau 0. Le niveau 0 d'habilitation de sécurité est fourni aux membres de la Fondation qui ne sont pas essentiels et n'ont pas besoin d'accéder à des informations concernant les entités confinées ou les anomalies répertoriées par la Fondation. Les différents postes d'entretien, le personnel administratif non sécurisé, la logistique ou les installations qui n'ont pas accès à des données sensibles sont la plupart du temps soumis au niveau 0 d'accréditation. Le niveau 1, confidentiel, est donné au personnel qui travaille à proximité des anomalies confinées mais sans accès direct à ces dernières. La logistique, le personnel travaillant dans des bureaux ou des postes d'entretien, des installations ayant des capacités de confinement, qui doit traiter des informations sensibles, sont souvent sujets au niveau 1 d'accréditation. Le niveau 2, restreint, est donné au personnel de sécurité et de recherche qui nécessite un accès direct aux informations concernant les entités et les anomalies confinées. La plupart des agents de terrain, des équipes de recherche et des spécialistes du confinement ont un niveau 2 d'habilitation de sécurité. Le niveau 3 d'accréditation, secret, est habituellement accordé au personnel supérieur de sécurité et de recherche qui a besoin d'informations en profondeur concernant les objets SCP confinés. Il peut s'agir d'informations sur leur origine, leur source, les circonstances de leur récupération ou la planification à long terme de leur confinement. Une grande partie des officiers de sécurité, des membres des équipes d'intervention, des superviseurs de l'équipe de recherche, des directeurs de projet et des forces d'intervention mobile FIM agissent avec un niveau 3 d'accréditation de sécurité. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité, top secret, est donné quant à lui au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à des renseignements territoriaux ou l'ensemble d'un site. Il peut s'agir de données stratégiques à long terme concernant les opérations et les projets de recherche de la Fondation. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est fourni uniquement au directeur de la sécurité, au directeur de site et au commandant des forces d'intervention mobiles. Le dernier niveau d'accréditation est le niveau Tomiel. Il n'est donné qu'aux membres les plus hauts gradés du personnel administratif de la Fondation. Il accorde un accès illimité à toutes les données stratégiques et également aux données sensibles. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est normalement accordé seulement aux membres du Conseil des O5. Le Conseil des O5 sont les membres les plus hauts gradés de la Fondation. Ce comité, constitué des plus hauts directeurs de la Fondation, dispose d'un accès illimité à toutes les données classées confidentielles et supervise toutes les opérations de la Fondation à travers le monde. Il dirige ses plans stratégiques à long terme. Le Conseil des O5 fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo, car il y a beaucoup à dire à ce sujet et cet épisode touche à présent à sa fin. Si vous avez des questions supplémentaires sur la hiérarchie de la Fondation, les classes D ou les différents niveaux d'accréditation, des liens vers différents articles du site de la Fondation vous sont proposés dans la description.
Vous pouvez également me poser vos questions ou me suggérer les sujets pour les prochains épisodes dans l'espace commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à y mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Sur ce, je vous retrouve très vite pour d'autres curiosités de la Fondation.